Antonio Buenatesta, on va arriver dans la pratique. Vous êtes directeur de Mediante et membre fondateur du Forum européen de justice restaurative. Vous avez créé un service parajudiciaire de justice restaurative et vous allez nous dire comment, de manière pratique, pragmatique, Mediante travaille en Belgique avec le procureur du roi. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est vrai que je ne m'attendais pas à une audience aussi étoffée. Ce qui me rassure un peu, c'est que étant donné que je viens relativement régulièrement en France, je connais pas mal de personnes, donc ça me rassure un petit peu. Voilà, moi aussi j'ai eu un petit souci avec le titre, comme l'autre. Pas parce que je n'ai pas compris, mais parce qu'il était trop long, donc j'ai dû le raccourcir pour le mettre sur le slide. Mais c'est pas pour vous voler sur la marchandise, le contenu sera le même, mais... Vous êtes pardonné d'avance. Alors voilà, donc je suis Antonio Buenatesta, je suis directeur de Mediante, qui est une organisation fêtière en Belgique francophone, composée d'un réseau de services de médiation auteur-victime, agréé par le ministère de la Justice jusqu'il y a peu, et suite au transfert de compétences, cette compétence a été attribuée aux communautés, et maintenant nous sommes en voie d'être reconnus et agréés par la communauté française de Belgique, et l'équivalent se fait du côté flamand. Donc voilà, c'est une période de transition au niveau de l'agrément, et notre mission s'inscrit, cette mission de médiation auteur-victime, dans le cadre d'une loi qui est entrée en vigueur en 2005 et qui consacre la médiation comme un service qui est directement accessible à toutes les parties concernées par une procédure pénale, au-delà de l'auteur et de la victime, toutes les parties concernées par la procédure, à tous les stades de la procédure et quel que soit le type d'infraction. Voilà, je peux, en parlant de médiation à tous les stades de la procédure, on peut faire une analogie avec la nouvelle loi française, vous voyez, mais il y a des différences et c'est ce que je vais faire apparaître. Donc l'objet de notre intervention, c'est... Bon, d'habitude, je suis plus à l'aise d'expliquer un peu comment on travaille, comment on rentre dans la pratique, etc. Ici, je vais me limiter au cadre juridique et à l'interaction entre notre service et la procédure judiciaire. Donc, en quelque sorte, de faire le making-of de cette loi. Comment on est arrivé à concevoir une loi, parce que la loi est venue après le projet pilote, qu'une loi consacre la médiation de manière aussi maximaliste, pour reprendre des termes de l'Aude, pas maximaliste au sens de recouvrir toutes les pratiques restauratives, mais maximaliste uniquement dans le champ de la faisabilité de la médiation. Je vais apprendre à me servir de... Non. Ah oui. Madame ? Oui, c'est là. Voilà. J'en ai déjà fait beaucoup. Voilà. Alors, un petit référence historique. En Belgique, comme dans d'autres pays européens, dans les années 90, je fais un effort, la Belgique s'est dotée d'une loi qui, pour la France, doit faire écho aussi, une loi sur la médiation pénale. Il y a une loi analogue, je crois, en France. Donc, à cette époque, comme dans beaucoup de pays européens, un peu en écho à des recommandations européennes, la Belgique s'est dotée de cette loi dite de médiation pénale. Alors, dans ce contexte-là, dans ce cadre, la médiation est essentiellement considérée comme une modalité d'extinction de l'action publique, et donc nécessairement limitée à des faits de moindre gravité. En fait, le problème en Belgique, c'est qu'en plus de prévoir la médiation comme une alternative aux poursuites, cette loi sur la médiation pénale recouvre toute une série de mesures que le procureur du roi est en mesure de proposer, voire d'imposer à l'auteur, moyennant le respect desquelles il peut éteindre les poursuites. Et ces mesures n'ont rien à voir avec l'interaction avec l'auteur et la victime, c'est de lui imposer un travail d'intérêt général, une formation, une thérapie. Et donc,
toutes ces mesures ont été regroupées sur le terme de médiation pénale, ce qui a contribué à jeter un peu le flou sur la terminologie. Et à l'époque, le Conseil d'État avait même trouvé bizarre qu'on appelait ça une loi sur la médiation pénale. Mais enfin, voilà, c'est quand même un repère du premier ancrage de médiation auteur-victime dans le dispositif légal, ne retenant que l'aspect médiation auteur-victime. Néanmoins, il avait ses limites, puisqu'il était intégré dans une condition d'extinction des poursuites et non nécessairement limité à des faits de moindre gravité. En 98, sur base des limites de ce type de dispositif, le ministère de la Justice belge finance un projet pilote dont le but est d'identifier les conditions permettant d'atteindre ou d'étendre les possibilités de médiation dans des infractions plus graves. Là aussi, c'était en écho avec des recommandations européennes qui ne semblaient pas devoir limiter la médiation à un stade je ne dirais pas pré-sententiel, ce n'est pas vraiment le terme, puisque c'est avant même l'exercice des poursuites. Alors, 2 services ont été agréés pour mener ce projet pilote. Ce projet pilote était un projet pilote national, donc dont l'expérimentation et les résultats devaient être diffusés dans tout le pays. Et donc, 2 services ont été accrédités pour mener ce projet, puisque, étant donné que c'est un projet national, la Belgique ayant 2 communautés linguistiques, un projet a été lancé dans chacune des communautés linguistiques. J'ai été chargé de le mener dans la partie francophone, en raison de... Voilà, c'était effectivement le choix des services, des projets, des services visant à organiser le projet étaient sélectionnés sur base de leur expérience dans le domaine. En ce qui me concerne du côté francophone, j'avais déjà une expérience dans la justice des mineurs, où dans les années 90, déjà des expérimentations avaient eu lieu dans le cadre du service dont je m'occupais, y compris dans des faits déjà graves à l'époque, puisqu'on avait déjà, grâce à la participation, je dirais, audacieuse d'un juge de la jeunesse, pu organiser une médiation déjà dans un fait de meurtre et dans un fait de viol impliquant un mineur. Donc, sur le plan méthodologique, nous avions déjà certains repères, et l'enjeu était de transposer cette approche, ces conditions, ce cadre méthodologique au niveau des adultes. Alors, au départ, le projet, étant donné qu'on partait d'une loi sur la médiation pénale alternative aux poursuites, le projet s'est nommé médiation après poursuite. C'est tout ça, c'est tout bête, c'est simplement pour dire, bon, c'est pas parce que des poursuites sont engagées que rien n'est possible en matière de concertation entre l'auteur et la victime. Donc là, on était dans une phase, j'essaie de reprendre la terminologie française pour faire des repères, une phase pré-sententielle, après la décision de poursuivre, la possibilité d'offrir néanmoins un espace de négociation, de concertation entre l'auteur et la victime. Et là, on pouvait augmenter le champ d'application, même pour des faits plus graves, dès lors que cette pratique s'organisait de manière complémentaire à la procédure pénale. Le but n'était pas de se poser en alternative au jugement, mais de créer un espace de concertation qui puisse être utile pour influencer utilement le jugement. Mais très vite, donc on est en 98, en 2000 déjà, au stade de l'exécution de la peine, notre projet était connu au niveau de cette potentialité de mettre en dialogue et de bénéfice d'un dialogue entre l'auteur et la victime, qui a eu des échos et des attentes, un appel d'air en termes de besoins au stade de l'exécution de la peine. Et donc dès 2000, les prémices et les conditions étaient déjà en place pour qu'on puisse déjà organiser une rencontre entre un meurtrier et un parent de victime. Et de là, c'était le début d'une succession d'expériences à ce niveau, qui actuellement ne sont plus des expériences, mais sont des pratiques établies. Pour avoir une idée des chiffres, 10% de nos médiations sont menées pour des faits de meurtre et 20% pour des faits d'abus sexuels actuellement. Donc très vite, dès 2000, les conditions méthodologiques étaient réunies, ce qui fait que le fait aussi d'avoir pu, à cette époque-là, mener des médiations dans des faits non seulement graves, mais avec une couverture médiatique importante, a sensibilisé le pouvoir public, judiciaire, et concevoir cette loi maximaliste, comme je disais, parce que c'est pas, sur le plan européen, c'est pas évident d'avoir
cette accessibilité généralisée à un processus de médiation. Je peux déjà anticiper la différence fondamentale avec le cadre français, c'est que le cadre de la loi, je préciserai tout à l'heure de manière un peu plus approfondie, n'est pas seulement de rendre possible la médiation à tous les stades de la procédure, mais la rendre accessible directement aux parties à tous les stades de la procédure. Alors, donc comme je disais, ce projet pilote qui visait à définir les conditions permettant l'ouverture des possibilités de médiation dans des faits les plus graves, ces conditions, avant de les parcourir, je voulais un peu recadrer le constat qu'on a pu faire en cours d'expérimentation, c'est que finalement, essayer de voir dans quelles conditions la médiation est possible dans des infractions graves revient de manière plus spécifique à essayer d'identifier les conditions permettant de rencontrer l'intérêt des victimes dans les conditions. Alors, le principe n'est pas de déséquilibrer et de porter l'attention sur la médiation. La justice réparatrice doit être essentiellement une politique en faveur des victimes, mais le principe d'étendre la faisabilité dans des faits plus graves a impliqué pragmatiquement de s'intéresser davantage aux victimes. Pour le simple une question de bon sens, on peut imaginer que ça semble évident que l'auteur d'une infraction, c'est plus facile pour l'auteur d'une infraction, quelle que soit la gravité des faits, que ce soit pour des raisons opportunistes, pour se donner une image meilleure de lui-même auprès de l'autorité judiciaire, ou pour des raisons personnelles plus intimes de culpabilité, de gestion de sa culpabilité, c'est plus évident de se rendre disponible à faire quelque chose pour la victime. Par ailleurs, de l'autre côté, la victime, ce n'est pas aussi évident quand on monte en gravité, quand on monte en traumatisme, quand on monte en impact déstabilisant émotionnellement, ce n'est pas aussi évident d'entrer dans une démarche de communication avec l'auteur, surtout quand on utilise le terme de médiation. On viendra sur le terme médiation. Il peut être... le terme médiation déclenche une réaction de peur d'être manipulé, d'être victimisé une deuxième fois, d'être mis face à face. Voilà, donc c'est pour ça que globalement, on a eu de décentrer le centre le focus de l'expérimentation sur mais comment la victime peut trouver un intérêt dans cette démarche. On voit qu'au niveau des résultats, c'est évident qu'elle les trouve. Les exemples qu'Estelle a donnés au niveau des violences sexuelles, c'est évident que ce bénéfice est présent, mais c'est comment l'identifier dans la procédure de médiation qui est offerte. Et c'est là qu'il y a un gap. Alors, globalement, j'ai catégorisé ces conditions, cette réflexion qu'on a eue dû mettre en place dans le cadre d'un projet pilote, puisque la perspective était de légaliser la démarche. On a estimé qu'il y avait des conditions de différents d'ordre juridique, avoir un cadre légal approprié pour restaurer cet équilibre entre l'auteur et la victime. Une condition d'ordre conceptuel, comment on conçoit le terme même de médiation, qu'est-ce qu'on met derrière. Comme je disais, médiation, réconciliation, ça peut perturber. Et une condition méthodologique, voilà, ça c'est un peu plus... C'est pas le lieu d'affiner cette question-là dans ce contexte-ci. Je me réservais essentiellement pour développer les deux premiers points. Le cadre légal approprié, un premier point que j'avais déjà anticipé, l'égalité d'accès à la médiation pour les deux parties. Alors ça semble évident qu'on parle de médiation, normalement c'est pour les deux parties que ça doit être accessible. C'est une évidence, mais quand on regarde de plus près la manière dont la médiation est inscrite dans le champ pénal, dans d'autres champs, famille, voisinage, etc., cette équivalence d'accès est plus évidente. Dans le champ pénal, la médiation est toujours proposée, envisagée, souvent sous le regard du profil de l'auteur. C'est clair en médiation pénale, le choix se fait en certains types de critères, pas trop graves, mais avec des conditions. L'auteur connaisse les faits, qu'il envisage une possibilité d'indemnisation, qu'il soit capable d'amendement, qu'il soit capable de
qu'il le mérite, qu'il soit repentant, qu'il soit empathique. Enfin, il y a tout un schéma, un faisceau de critères qui amène à ce que la médiation soit, dans le champ pénal, plus directement envisagée selon le profil de l'auteur. Et alors, l'intérêt d'une autre condition, non seulement une égalité d'accès, mais ce que j'ai aussi anticipé, l'accessibilité directe au processus. En médiation pénale, c'est le procureur du roi, non seulement qui décide par rapport à un profil de l'auteur, mais c'est lui qui décide, qui déclenche la pertinence d'une médiation en fonction de certains critères. Ce qui veut dire que certaines victimes n'ont pas accès à cette démarche, puisqu'elle dépend du pouvoir discrétionnaire du procureur du roi. Alors, l'accessibilité directe, l'autre avantage, au-delà du fait que ça donne à la victime le fait qu'elle maîtrise l'engagement de la procédure aussi, et pas seulement la décision, c'est l'autre avantage, c'est que, étant donné qu'il y a toute une série de fantasmes, non seulement au niveau dans le champ des professionnels de la justice par rapport au potentiel de la médiation, aux critères d'adéquation, d'adaptation, que ces critères sont tellement limitatifs qu'il ne viendrait pas à l'esprit d'un magistrat de proposer une médiation avec des profils peu empathiques de l'auteur, des faits trop graves, un traumatisme important de la victime, sa colère, des désirs de vengeance, etc. Or, c'est tout ça qu'on est amené à gérer et qui donne des résultats. Et donc, c'est cette accessibilité directe. Oui, mais mon Dieu. Bon. Alors, ça va. Je vais devoir passer à la vitesse supérieure. Voilà. Donc, le troisième critère, là, c'est un processus parallèle à la procédure pénale, sans un bénéfice judiciaire prédéfini pour l'auteur. Alors, l'idée n'est pas d'éluder tout le bénéfice que l'auteur peut avoir dans la procédure, mais il est important de ne pas le prédéfinir. Si au bout du résultat, il y a un bénéfice, tant mieux, mais dans la plupart des cas, essentiellement dans le dispositif de médiation pénale, il y a cet enjeu d'extinction des poursuites, et si on va au-delà, il n'y a pas d'enjeu à prédéfinir. Les bénéfices sont les bienvenus, évidemment, mais pas de manière explicite. Alors là, je vais parcourir rapidement comment la loi remplit ce cadre légal, ce à quoi on aboutit. Un des articles de la loi qui a modifié le code d'instruction criminelle. La possibilité de recourir à une médiation est offerte aux personnes ayant un intérêt direct dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc l'accessibilité, la médiation comme un droit. Elles peuvent formuler cette demande dans chaque phase de la procédure pénale et de l'exécution de la peine. Elles peuvent formuler cette demande. C'est les parties qui formulent la demande. Deuxième point, le ministère. Alors, le rôle des magistrats dans ce cadre n'est pas seulement de proposer, d'avoir la faculté de proposer une médiation. Le rôle principal est de veiller à ce que les parties soient informées, puisque si elles ont le droit d'accéder à la médiation, il faut qu'elles soient informées. Et alors, la loi précise aussi la manière dont la gestion de flux d'informations entre le service de médiation et l'autorité est à prendre en considération. D'une manière générale, elle précise que les documents et les communications faites dans le cadre d'une médiation sont confidentielles, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Elles ne peuvent être utilisées dans procédure pénale civile, etc. Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge, il peut en tenir compte et le mentionne le cas échéant dans le jugement. Voilà, c'est un peu toutes ces nuances-là donnent l'idée de comment, dans les grandes lignes, est ancrée la médiation dans la procédure judiciaire. À la fois, il y a un volet interpersonnel, un espace de communication qui est offert. Pourquoi moi, en fait, les questions que les intervenants précédents ont soulevées et qui illustrent du coin de la porte certains bénéfices interpersonnels. Et donc, ces éléments-là, sur le plan interpersonnel, la victime et les auteurs en ont le bénéfice direct par l'échange. Et ceux-là n'ont aucun impact, aucun intérêt sur la procédure judiciaire. Le bénéfice est intime. Par contre, dans ce même espace de communication, dans ce même qui leur est offert, au-delà de comprendre ce qui s'est passé, dire des choses, exprimer sa colère, etc.,
il peut nécessairement, puisqu'on est dans la gestion des conséquences émotionnelles et matérielles du lit, être amené à négocier pratiquement certaines formes de compensation. Et donc, ces éléments-là, les parties ont tout avantage à le communiquer à l'autorité judiciaire. Et donc, là, on voit ces deux statuts de la médiation dans le champ pénal qu'elle est développée, un espace de communication privée, et à la fois qui ne veut pas être une bulle séparée de la procédure pénale, mais bien avec la volonté, autant que faire se peut, que ce que les parties arrivent à discuter, et sur ce sur quoi elles se sont concertées, puisse infléchir utilement la décision judiciaire. J'ai encore quelques minutes. Alors ah oui, déjà sur le plan dernier élément législatif, tout récemment, en 2014, une circulaire, on a dû attendre 9 ans pour qu'une circulaire du Collège des procureurs généraux donne concrètement des indices de comment les parties sont informées. C'est-à-dire la loi dit veille à ce que les parties soient informées. Une circulaire vient de sortir il y a 2 ans et qu'on a un peu de mal à appliquer. Et cette circulaire, elle est très précieuse au niveau du principe parce que là, elle concrétise ce devoir d'information des parties. Dès le dépôt de plainte, la victime est informée. Au moment de la citation, l'invitation à comparaître, les 2 parties sont informées. Au moment de la condamnation à une peine de privation de liberté, la victime est informée de la possibilité qu'elle a rencontrée ou échangée avec le détenu. Donc il y a un dispositif formel de devoir d'information, mais aussi du flux d'informations entre les 2 services. Si, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on s'est qualifié de médiation après poursuite au départ, dans le projet pilote, mais la loi n'a pas porté uniquement pour définir que Médiante ou Sugnomé en Flandre, cette association devait intervenir après poursuite uniquement, mais étant donné que le législateur était sensible au fait que cette approche de la médiation rendait possible de l'envisager dans tous les cas, je parlais au fait, et donc que cette accessibilité directe n'était pas garantie par la médiation pénale. Et donc la loi de 2005 met la médiation pénale sous forme dans une enclave. C'est-à-dire qu'elle lance la possibilité de décider, le procureur de loi a la possibilité de décider d'une mesure de médiation pénale avec extinction des poursuites, etc. Mais la loi précisant que sous réserve d'une mesure de médiation pénale, toutes les parties, à tous les stades de la procédure, ont le droit de recourir à une médiation, ce qui veut dire avant la décision de poursuivre. Et donc là, il est important, si on intervient à ce moment-là, d'avoir tous les éléments pour avoir un échange d'informations avec l'autorité judiciaire pour qu'elle puisse prendre en compte le résultat d'une médiation avant la décision de poursuivre, au même titre qu'une médiation pénale, à la différence qu'il n'y a pas d'enjeu prédéfini et la victime est beaucoup plus libérée d'un risque d'instrumentalisation de l'auteur. J'ai encore 1 minute ou 2 pour passer à la libération. Ouais. Attendez, je ne vais pas développer les aspects méthodologiques, mais pour voir un petit peu comment on est arrivé, le cœur de la conception, le cœur d'une condition importante, c'est la manière dont on conçoit la médiation. Un espace de communication fonctionnel, sans contenu prédéfini, axé sur les conséquences émotionnelles et matérielles des faits. Ça a l'air bateau, et pourtant, on a souvent, au même titre que les enjeux, on a souvent, naturellement, l'inclination à assigner à la médiation des objectifs implicites. Formuler des excuses, possibilité de s'amender, et souvent les bénéfices sont du côté de l'auteur. Possibilité de s'amender, prendre conscience, se responsabiliser, se réhabiliter, ne pas récidiver, restaurer le lien, se réconcilier, et tout ça, si on met tout ça derrière la médiation, une victime d'abus sexuels, de viol, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Ça colle pas, quoi. Et donc, tous ces bénéfices doivent être considérés comme des retombées bienvenues, mais associés presque intrinsèquement, sémantiquement à la médiation, ça pose problème au niveau de la perception de la victime, de l'intérêt qu'elle peut y trouver, et surtout le terme de réconciliation. Là, ça c'est réconciliation, restauration du lien social, passe encore, c'est plus gênant. Restauration du lien, ça pose problème. Quel est l'intérêt de restaurer un lien qui auparavant n'existait pas? Au contraire, cet espace fonctionnel de mise en communication
lorsqu'une victime est ressent de manière très profonde, et l'exemple d'Estelle était illustratif, l'auteur qui trotte dans la tête, il se crée un lien fantasmatique malsain entre l'auteur et la victime. Et donc l'enjeu de la médiation est justement de rompre ce lien fantasmatique. Et d'où le terme de restauration du lien, de réconciliation passe mal, d'où on préfère parler d'espace de communication plutôt que de médiation en tant que tel, même si on adhère à ce mot. Mais sur le plan de la pratique, de la communicabilité avec les parties, c'est presque un mot qui est trop chargé de banalisation, de réconciliation, etc. Alors, pour terminer, si en ouvrant cet espace de communication avec, de manière fonctionnelle et en étant vraiment ouvert à réellement gérer ce que les parties veulent apporter, on a déjà cité des exemples sur le plan émotionnel, avoir réponse à ces questions, pouvoir exprimer sa colère, etc. Mais dans des faits de meurtre, de viol, etc., on est amené à aller plus loin, c'est-à-dire considérer comme légitime, permettre à la victime d'exprimer certaines attentes qui, dans un a priori un peu angélique de la philosophie restauratrice, on n'entre pas dans cette philosophie a priori, à première vue, telle que avoir réponse à des questions sans nécessairement accepter des excuses. Et là, on ne s'est pas concerté, mais l'exemple d'Estelle était une victime, indépendamment du caractère empathique de l'auteur, etc., n'en a peut-être rien à cirer des excuses, du pardon, etc., mais son besoin, c'est d'avoir réponse à des questions. Et pour autant que l'auteur soit amené à y répondre, c'est un bénéfice. Donc ça donne aussi l'illustration que c'est faisable même avec des auteurs non empathiques. Et d'où le critère d'élargir, de sortir de ces critères très restrictifs, parce qu'un auteur empathique, ça peut être pertinent pour une victime qui attend de la reconnaissance, mais la victime qui veut exprimer sa colère, voire son sentiment de vengeance, son besoin de punition, etc., n'a pas besoin d'un auteur, que l'auteur soit nécessairement empathique. Alors, exprimer colère par avoir des sentiments de vengeance, c'est effectivement, ça ne rentre pas dans la philosophie restauratrice, mais c'est un besoin légitime en termes de sentiments. Le but n'est pas de l'avaliser, mais de le rendre possible comme expression. Et du côté de l'auteur, ça ne paraît pas comme quelque chose de tout à fait insensé, puisque il préférait entendre toute cette expression d'émotion dans un contexte encadré plutôt que de gérer des représailles à l'extérieur. Donc voilà, je termine. Voilà deux autres types d'attentes classiques qui peuvent générer de ces espaces de communication. Plus classiquement, faire valoir des besoins de compensation financière. Et surtout, là, c'est pour ça l'appel d'air au niveau de l'exécution de la peine, c'est que ce n'est pas seulement pour organiser des échanges entre les auteurs et la victime, mais ça s'est avéré un outil très important pour gérer la crainte de la libération de l'auteur point de vue de la victime, d'apporter un apaisement dans toutes ces... Et donc, de nouveau, l'exemple qui a été donné. Voilà, je suis désolé, je termine un peu de manière un peu poussive, mais j'en reste là. Donc, je voulais simplement dire que ces deux dimensions juridiques et conceptuelles vont de pair pour légitimer cette approche maximaliste de la médiation telle qu'elle est proposée dans le modèle belge. Je vous remercie et désolé pour le petit débordement. Antonio, merci beaucoup pour cette intervention. Dans les années, fin des années 80, j'avais beaucoup travaillé avec la Belgique dans le cadre de programmes européens et à l'époque c'était Coluche qui parlait des Belges et on en avait une image assez étrange, mais ils étaient énormément en avance en matière d'innovation sociale à l'époque sur les Français. Et là, par rapport à ce que vous venez d'exprimer, et notamment la médiante existe depuis fort longtemps, et quand on connaît le pragmatisme des Belges, c'est que cela fonctionne. Et on sera sûrement intéressé, Citoyens Justice, par lire la circulaire de 2014, voire peut-être mon voisin de droite pourra se la procurer aussi, je ne sais pas, on verra.